L'homophobie en banlieue, l'homophobie dans le sport, l'homophobie là où le virilisme règne et où il ne fait pas bon d'être différent, sous peine de se faire martyriser. Véritable fléau menant au suicide de milliers d'adolescents chaque année, l'homophobie est un stigmate d'une société effrayée par le féminin, refoulant des identités bien plus nuancées, bien plus complexes et douloureuses. Brahim Naïbalk, vous êtes directeur départemental handisport des Hauts-de-Seine. Vous avez été l'entraîneur de Paris Football Gay et auteur d'un livre, Un homo dans la cité, aux éditions Calman-Lévy. Vous êtes entre autres animateur d'une émission laissant la parole libre aux LGBT, Homo Micro, sur Fréquence Paris Pluriel Gay. Parlez-nous d'abord de la première violence subie, vécue dans votre banlieue lorsque vous étiez enfant. Ça remonte à plusieurs années en fait, et cette violence, elle a été terrible parce que, en ce qui me concerne, j'avais pas affiché mon homosexualité. Moi-même à l'époque, je me cherchais, je ne savais pas qui j'étais. J'avais caché mes sentiments aussi bien à ma famille, aux gens du quartier. Et à l'époque, dans le quartier où je vivais, dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, le Nez-sous-Bois plus exactement, on avait sensibilisé un peu et remarqué une personnalité. Donc je jouais au foot en permanence avec mes frères, avec les gens du quartier. Donc c'est quand même la meilleure manière d'être invisible, ça, de jouer au foot. Effectivement. Ouais, mais on vous avait remarqué quand même. Hein. Remarqué parce que j'avais un comportement un peu différent des autres, paraît-il un peu maniéré, un peu distingué. Quelqu'un qui était toujours un peu, on peut dire, entre guillemets, propre sur lui, une façon de s'exprimer qui ne correspond pas carrément, au cadre et à ceux qu'il fallait que je m'identifie dans la cité. Ça, plus ça, faisait que on sentait que j'étais différent des autres, et ma sensibilité, entre guillemets, ma féminité de l'époque, c'était un soupçon, et soi-disant, un certain nombre de personnes m'ont remarqué, m'ont dévoilé, si je puis dire. Et un jour, un soir... Vous ont outé ? Carrément outé, mais un soir, en rentrant de mon travail, j'ai été, on va dire, agressé d'abord verbalement par un groupe de 5 personnes que je ne connaissais pas personnellement, mais que j'avais reconnu de vue. C'était des personnes que j'avais rencontrées sur un terrain de foot, parce qu'il s'organisait un certain nombre de matchs et de tournois de foot en permanence, les soirs, les week-ends et autres. Donc, ce sont des gens que j'avais reconnus physiquement, mais que je ne connaissais pas. Avec lesquels vous jouiez ? Effectivement, avec lesquels je jouais. Et ces personnes-là, si je puis dire, m'ont coincé en gros. Ils m'ont dit... mais tu t'es regardé comme tu joues au foot, dis-nous que t'es pédé. Et tout de suite, moi, j'ai été complètement déstabilisé, désemparé. Et comme si le masque est tombé, comme si on avait reconnu qui j'étais, que moi-même, j'étais en incapacité de dire vraiment, en fait. Alors, j'en tremblais. Ces types m'ont fait peur, ont tout fait pour me déstabiliser. Et pour vous pourrir la vie par la suite. Parce que dans votre livre, Un homo dans la cité, aux éditions Calman-Lévy, vous racontez comment non seulement vous avez été humilié, martyrisé, mais aussi violé. Oui. Hein. C'est-à-dire, il y a comme ça eu cette homophobie intériorisée de vos bourreaux qui, plutôt que d'assumer peut-être leur part homosexuelle, préféraient la déverser sur vous. Effectivement. Et alors là, c'est terrible parce qu'en fait, les gens osent finalement, et ils vous font comprendre qui vous êtes. Intérieurement, au fond de moi, effectivement, c'est ça, mais je n'avais pas réussi socialement à dire un certain nombre de choses. Et ces types-là, quand même, se sont fait le plaisir de m'entraîner dans une cave. Au départ, c'était avec des coudes, 5 contre 1. Tout de suite, soit j'avais le choix de me barrer, de partir, mais je me suis dit, ils finiront par me rattraper. Donc je me suis dit, je vais les laisser faire, je vais les laisser parler, peut-être que j'arriverai à m'en tirer. Ils sont arrivés à me traîner dans une cave. Et la première relation, en fait, c'était me déstabiliser, me rabaisser. Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais 26 ans. 26 ans, et en ce qui me concerne, dans cette banlieue, cette cité, j'étais tout nouveau, en fait. J'étais arrivé avec ma famille, mes frères et sœurs, dont j'avais la charge, puisque mes parents étaient rentrés au Maroc.
Donc j'étais le tuteur, donc le grand frère qui devait un peu assumer, je veux dire, cette fratrie-là, mais Une famille assurer très le rôle nombreuse. de père, de mère, si je puis dire en quelque sorte. Oui. Et que ce qu'il y a de terrible, en fait, c'est qu'on vous fait du mal, on vous rabaisse, on vous demande de faire des choses qui sont complètement humiliantes. Ça va au début de la fellation jusqu'au viol. Et c'est jamais les mêmes personnes, parce que quelque temps après, ce sont d'autres qui vous interpellent, parce qu'entre eux, ils se sont passés le mot. Et moi, je suis complètement emprisonné dans la peur de toute façon, même si un jour je devais porter plainte, ma crainte c'était carrément de casser une famille et la peur de représailles quelque part, parce que j'habitais quand même dans une cité où je devais dans un premier temps assurer l'éducation de mes frères et sœurs. La peur pour vos frères et sœurs également. Déjà, pour qu'ils plutôt soient protéger, attaqués à votre tour, à leur tour. Effectivement, et plutôt protéger ma famille. Et encore une fois, le problème à mon époque, c'était que je n'assumais pas et je ne savais pas réellement ce que j'étais, qui j'étais. Oui. Et pour le coup, malgré tout, malgré ce parcours du combattant, ce chemin de croix vous concernant, il y a quand même une force de vie absolument incroyable qui fait que vous intégrez le Paris Football Gay, que vous devenez entraîneur, que vous devenez le porte-parole et l'éducateur de jeunes en difficulté, en errance, parfois dans un questionnement homosexuel. C'est quand même, si c'est pas une résilience, ça, Brahim. Oui, c'est une résilience, effectivement. Mais il y a aussi le côté foot, parce que dans la cité, le foot, c'est le sport numéro 1 qui domine, en fait. Et les gens qui sont homo et qui jouent au foot ne sont pas reconnus et on n'accepte pas. Et c'était mon cas, quelque part, en fait. Ne sont pas reconnus et puis le disent tout simplement pas. Effectivement, ils le disent tout simplement pas, comme c'était mon cas, en fait. Et moi, je voulais, c'est une forme de vengeance quelque part, parce qu'à l'époque, j'ai jamais aimé le foot. J'ai été entraîné parce que ce sont mes frères qui étaient donc passionnés de ce sport-là. Je les ai suivis parce qu'à l'époque, dans la cité, il y avait que cette pratique-là. Vous n'avez jamais aimé le foot et vous avez fini entraîneur de foot. Voilà. Parce que, faut le faire quand même. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel pouvoir il a eu ce sport-là sur vous? Le pouvoir, le sport hétérosexuel par excellence. C'était en fait pour montrer justement à ces types qui m'avaient agressé, violenté jusqu'au viol, leur montrer que j'étais en capacité non seulement d'entraîner une équipe de foot, mais aussi de passer un certain nombre de codes dans le domaine du foot et de leur montrer que j'avais des capacités, que c'était pas les seuls qui peuvent avoir le monopole de cette pratique-là. Mais alors, vous vous rendez compte de ce que vous nous dites? Ça veut dire qu'en quelque sorte, ceux qui vous ont agressé, vos bourreaux, vous ont permis de vous dépasser et d'être vraiment dans un véritable destin, là. Et vous avez tracé votre route grâce à eux. Très bien. Et c'est vraiment très juste ce que vous dites là. Et ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, avec du recul, j'estime ne plus être isolé, j'estime ne pas être emprisonné contrairement à eux, parce que en ce qui les concerne, ce sont quand même des personnes qui refoulaient une homosexualité. Vous savez ce qu'ils deviennent? Ce sont des gens qui sont rangés, qui ont une famille, qui ont des enfants et qui vivent en permanence, en fait, avec cette souffrance et cette double identité permanente. Moi, je suis sorti de là et je n'ai rien à voir avec ces types-là aujourd'hui. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on en vient à des gens qui vivent dans la cité et qui sont la plupart du temps de confession musulmane, des Français de confession musulmane qui ne pratiquent pas et qui se posent un certain nombre de questions au niveau de la sexualité, et surtout quand il s'agit de l'homosexualité. Il n'y a pas vraiment de possibilité de s'en sortir. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont étudié un peu, qui s'en sortent socialement et qui arrivent un peu à fréquenter la communauté LGBT+, vivre un certain nombre de choses, mais quand ils reviennent à la maison ou dans la cellule familiale, il reste quand même toujours ce côté un peu pudeur, ne pas pouvoir en parler à la famille, mais ils arrivent à vivre leur homosexualité normalement. Et il y a tous les autres qui ont des craintes, qui pensent que l'homosexualité, c'est une maladie, c'est une tare, qui n'arrivent pas à en sortir quelque part. Et en gros, ils se rangent en se créant une famille, s'inventant une famille, en ayant des enfants, en ayant une femme. Et petit à petit, ils vivent ça, comment dirais-je, en étant, comme je disais tout à l'heure, complètement emprisonnés.
et vivre toujours dans l'agressivité. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont violenté, au moment des actes, il y avait une chose, c'est que j'ai toujours senti qu'ils recherchaient le plaisir quelque part. Se faire plaisir de violer une personne, se faire plaisir finalement d'avoir un retour sexuel des personnes qui se rabaissent, comme ils m'ont poussé à faire. Et en gros, c'est de se dire, ce plaisir, comme ils ne peuvent ne le trouver nulle part ailleurs, c'est une façon finalement de se dire j'ai un plaisir, mais je fais ça en bande parce que tous les potes qui m'entourent, je vais leur montrer que j'agresse le type. Mais attention, surtout, ne voyez pas en moi que je suis homo. En fait, je casse du PD quelque part. Ils se dédouanent entre eux, cette force de groupe qui fait que... C'est terrible en fait, c'est terrible parce que en ce qui me concerne, quand j'y repense aujourd'hui, ce qui m'aide un peu à m'en sortir, c'est le combat et la lutte. Le combat militant. Le combat effectivement militant et la lutte. Quand je fais des interventions en milieu scolaire, quand je passe dans les missions locales et que je parle de mon histoire, j'explique ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu, il y a toujours des petits groupes de jeunes. C'est souvent 3-4 un peu leaders dans une pièce, dans une salle, qui dès qu'on veut parler d'homosexualité, ah non, c'est contre nature, c'est haram, comme ils disent en arabe, ça n'existe pas chez nous. Et après, au fur et à mesure du temps, quand ils m'écoutent, ils tendent l'oreille et ils posent finalement les bonnes questions. Et à la fin de l'intervention, ils acceptent d'échanger avec moi. Et je me dis, là, c'est gagné, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une espèce de prise de conscience qui s'est faite. Vous dites cela, hein. D'ailleurs, à un moment donné, vous dites que vous avez été... il y a eu une altercation comme ça avec des jeunes qui vous ont traité de PD, et vous avez essayé de leur parler, et ces jeunes-là ne vous ont pas entendu et ont continué de vous insulter. Vous êtes retourné chez vous et vous avez pleuré, parce que finalement, il était là l'échec. Quand vous êtes à nouveau incompris, mis dans cette situation-là, alors c'est insupportable. Effectivement, la solution, elle est dans la possibilité d'être entendu. Effectivement. Et la plupart de ces jeunes qui m'avaient interpellé à l'époque, il y a plus d'1 an maintenant, dans le 92, ces jeunes-là avaient à peine 15, 16, 17 ans. Ça pourrait être mes enfants aujourd'hui. J'en ai 56. Et effectivement, ils étaient 3 à m'insulter parce qu'ils m'avaient reconnu dans la rue, parce que j'étais l'entraîneur du Paris Foot Gay. Et le premier réflexe, quand je sortais de faire les courses, c'était ah ouais, tiens, on reconnaît ce type-là, il entraîne le Paris Foot Gay, quelle honte. Ils se sont approchés de moi. Ils attendaient une chose, c'est que je me rapproche d'eux pour qu'on m'en mette une en pleine figure. Je n'ai pas pris ce risque-là. Je suis effectivement rentré chez moi. Et là, c'était l'échec parce que je me suis dit, j'ai rien pu faire pour à la limite leur parler, passer le bon message. Et j'en avais effectivement les larmes aux yeux, vraiment. Mais dans ce contexte-là, on ne peut pas faire grand-chose, sauf que quand on passe par les écoles, par les associations, dans les communes, et qu'on essaie de passer des bons messages pour faire évoluer les mentalités. Combien de victoires pour si peu d'échecs, hein, Brahim? C'est ce qu'on pourrait dire sur votre parcours. Oui, effectivement. Combien de victoires effectivement, mais je pense qu'il faut continuer le combat. Et en ce qui me concerne, moi, la plaine n'est pas fermée, elle ne se refermera jamais. Et ce qui me sauve quelque part, c'est quand j'arrive à faire un travail, et le résultat, c'est surtout ces jeunes qui tendent l'oreille, mais aussi tous ces éducateurs qui viennent vers moi et qui me permettent une place pour que je puisse m'exprimer, échanger avec un certain nombre de jeunes. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera en fait. Merci beaucoup Brahim d'avoir été l'invité de Fais voir la bête.